Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Albert Camus, dans son hommage à un journaliste exilé, en référence à Eduardo Santos, ancien président de la Colombie et ancien directeur du journal El Tiempo, qui avait refusé que son journal devienne un canal de propagande du gouvernement, explique, je cite, que la presse libre peut sans doute être bonne ou mauvaise, mais assurément, sans la liberté, elle ne sera jamais autre chose que mauvaise. Il poursuit: avec la liberté de la presse, les peuples ne sont pas sûrs d'aller vers la justice et la paix, mais sans elle, ils sont sûrs de ne pas y aller, car il n'est fait justice au peuple que lorsqu'on reconnaît leurs droits, et il n'y a pas de droit sans expression de ce droit. Il est donc une constante dans l'histoire. Une presse libre a toujours suscité l'inquiétude des pouvoirs, singulièrement des pouvoirs autoritaires. La France, pays politique par essence, n'échappe pas à cette règle. Elle entretient une relation longue, passionnée, parfois tumultueuse avec la presse et avec les médias. Ainsi, le premier consul Napoléon Bonaparte rétablit la censure dès sa désignation le 17 janvier 1800. De même, la première ordonnance de Saint-Cloud, signée par Charles X en 1830, suspend la liberté de la presse pour une période indéfinie, cause directe de sa chute. C'est, je crois, l'un des honneurs de notre République d'avoir adopté la loi du 30 juillet 1881 sur la liberté de la presse, jamais remise en cause depuis cette date et au contraire, consolidée, constamment adaptée aux enjeux modernes. Pour le dire très simplement, la liberté de la presse est toujours un combat. Elle n'est jamais acquise et leurs premiers serviteurs, les journalistes, paient parfois un lourd tribut au nom de cette liberté. Aujourd'hui, il me semble que nous sommes parvenus à un moment charnière où nous avons à la fois suffisamment de recul pour jauger la situation des médias et de l'information grâce aux nombreux travaux conduits ces dernières années, mais aussi l'obligation d'agir dans les pas de l'Union européenne qui a parfaitement intégré que la liberté, l'indépendance et la préservation des médias étaient une question majeure, hautement sensible et vitale pour nos démocraties. Alors pourquoi ? Parce que nos démocraties sont clairement dans une zone de turbulence, secouées par la prolifération de la désinformation qui mine littéralement notre débat public et qui nécessite urgemment que l'éducation aux médias soit érigée, je le dis toujours, au rang de grande cause nationale. Secouée aussi par les campagnes d'ingérence étrangère qui instrumentalisent l'information et jouent sur l'effet réseau des plateformes pour nous déstabiliser. Enfin secouée par la polarisation souvent des débats à outrance. Alors à nous, législateurs, il appartient donc, alors que le paysage médiatique a profondément évolué, sans perdre en importance, de sauvegarder la liberté de la presse et des médias et de mieux protéger les journalistes. Tel est l'objet de la proposition de loi que j'ai l'honneur de défendre devant vous aujourd'hui et que mon groupe, que je remercie, a choisi d'inscrire à l'orée de notre session ordinaire. Je ne prétends bien entendu pas résoudre en quelques articles un sujet virtuellement inépuisable et qui met littéralement en jeu notre combat et notre contrat social. Nous cherchons cependant avec ce texte à tirer quelques enseignements des nombreux travaux que le Sénat, mais également l'Assemblée nationale ont consacrés aux médias. Alors pourquoi cette discussion est-elle importante ? Et pourquoi est-elle importante aujourd'hui ? On m'a beaucoup objecté que ce texte n'arrivait pas en bon moment. Il serait inscrit trop tôt par rapport aux conclusions des EGI, aux décisions de l'Arcom, à de futurs textes, car on nous annonce toujours des textes à venir, ou bien trop tard pour restaurer une confiance sérieusement ébranlée envers les médias. J'entends ces arguments. Et pourtant, il me semble que la situation appelle d'urgence à la réflexion et plus encore à des mesures. Le constat est en effet implacable. Dans nos sociétés, la presse et les médias traditionnels souffrent et menacent pour certains de s'effondrer, comme le souligne chaque année notre rapporteur pour avis, notre collègue Michel Laugier. Or, une presse qui s'effondre entraîne avec elle la possibilité d'un débat public qui, pour être passionné, doit demeurer serein et reposer sur des faits. Nous en avons des exemples sur les deux rives de l'Atlantique. Ce que je qualifierais de conversation publique est maintenant dominé par le fracas des déclarations péremptoires, des fausses informations, des ingérences étrangères hostiles. Et je vous renvoie à ce propos au travail que je qualifie parfois d'angoissant, que j'ai pu suivre de la commission d'enquête que nous avons menée sur le sujet. Alors quelles en sont les causes ? Elles sont multiples. La multiplication des supports d'information qui a contribué à la dilution des sources fiables, perdues au milieu d'un flot ininterrompu de faits non vérifiés et de propos haineux. Le modèle économique des médias en général, de la presse écrite en particulier, qui souffre énormément
de la captation des ressources publicitaires par les grands acteurs du numérique. Et enfin, la segmentation toujours plus poussée des publics aboutit non pas à des médias partagés entre nous, mais à chacun son média, nous enfermant parfois dans des bulles de filtres. Les défis sont donc nombreux. Ils sont protéiformes, à tel point qu'on pourrait être tenté de baisser les bras. Ce que traduit ma proposition de loi, c'est le refus de l'abandon. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire, au contraire. Alors le texte que nous examinons cherche à esquisser certaines solutions à certains problèmes identifiés de longue date. Les 3 premiers articles traitent de la régulation dans le secteur audiovisuel. La loi de 86 offre un cadre et beaucoup le trouvent suffisant. Je profite cependant de l'occasion pour réaffirmer la nécessité de réformer en profondeur cette loi qui date d'une époque où il n'y avait que 5 chaînes de télévision. Le rafistolage auquel nous nous livrons chaque année pour la compléter ne suffit pas en 2024 avec des dizaines de fréquences et le développement du numérique. Plus modeste, nos ambitions ont été de prendre en compte et d'inscrire dans la loi, à l'article 1er, la jurisprudence du Conseil d'État du 13 février 2024 qui a contraint l'Arcom à faire évoluer ses pratiques. L'article 2 cherche à offrir de nouveaux outils aux régulateurs pour réagir plus vite en cas d'atteinte grave et manifeste à la vie démocratique de la nation. L'article 3 s'intéresse au comité d'éthique et de déontologie issu de la loi dite Bloch de 2016. Il faut faire de ces instruments un levier efficace pour améliorer non seulement l'éthique, mais également la confiance en l'information livrée par les médias. L'article 4 partage ce même impératif. Il vise à améliorer la visibilité et le contenu des chartes de déontologie dans la presse écrite. Je ne m'étendrai pas sur l'article 5, qui relève de la compétence de la commission des lois. Je veux cependant adresser mes remerciements sincères à notre collègue rapporteure, Lauriane Josende, qui a adopté une approche très constructive. Et j'espère, Madame la Ministre, que nous aurons à en reparler, que vous prendrez l'engagement devant nous de traiter enfin, dans sa globalité, cette question sur le secret des sources pendante depuis 2016 et qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de l'Union européenne. L'article 6 instaure un droit d'agrément des rédactions sur le choix de leur directeur. Je n'ignore pas que cette disposition a suscité et suscite encore le débat. Et j'entends les arguments des uns et des autres avancés durant nos auditions et en commission. Je tiens à dire qu'il ne s'agit en aucun cas, ni de ma part, ni de celle des journalistes qui le réclament, d'une marque de défiance envers les propriétaires des titres. Une entreprise de presse sera d'autant plus performante qu'il régnera de la confiance entre les parties prenantes. Et je crois vraiment que cette piste mérite d'être étudiée. Enfin, l'article 7 traite des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, un sujet cher au cœur de notre ancien collègue David Assouline, que je salue très chaleureusement pour son engagement depuis jamais démenti en faveur d'une presse libre et indépendante. Les négociations n'ont en effet progressé qu'à coup d'injonctions et d'amendes colossales de l'autorité de la concurrence. 750 millions d'euros quand même. Il est temps, 5 ans après l'adoption de la loi de juillet 2019, de tirer les enseignements d'une négociation déséquilibrée entre les parties prenantes. Voici, mes chers collègues, le contenu initial de notre proposition de loi. Alors, j'ai été désignée rapporteure par la commission et j'ai cherché à mener un travail approfondi sur le texte. Nous avons dû, vous le savez, pour des raisons de calendrier, examiner cette proposition de loi en un peu plus d'une semaine. Je voulais remercier les collègues qui se sont associés aux 16 auditions que nous avons menées la semaine dernière, tambour battant. C'est vrai que ce faible temps a malgré tout donné l'opportunité aux parties prenantes de faire valoir leur point de vue et leurs préoccupations. J'ai donc pu évoluer dans mes fonctions de rapporteur sur plusieurs points et je pense améliorer la proposition de loi. Sur l'article 1er, nous avons adopté un amendement de réécriture plus fidèle à l'arrêt du Conseil d'État du 13 février 2024 en mentionnant notamment de manière explicite, et je le dis ici devant vous, la liberté éditoriale dont doivent bénéficier les chaînes de télévision. Je crois que nous sommes parvenus à un point d'équilibre qui a le grand mérite de bien souligner qu'il appartient au législateur, à lui, de fixer l'interprétation de la loi. La commission a complété et amélioré très significativement les articles 3 et 4
qui traite de la question de la déontologie et de l'éthique. Les comités d'éthique des chaînes seront rendus plus transparents, plus accessibles. L'indépendance comme les qualifications de leurs membres seront validées par l'Arcom. Cela reprend en grande partie les travaux de la commission d'enquête sur la concentration des médias, qui a vu dans ces comités un garde-fou efficace, mais à revivifier. Nous avons également assuré une meilleure diffusion des chartes de déontologie, suite de la loi Bloch de 2016. Et je renouvelle mon souhait que nous pouvons tous partager d'une généralisation de ces chartes dans l'ensemble de la presse écrite, un chantier qui, je le sais, demeure ouvert. À l'opposé, il nous a paru opportun de ne pas conserver le contrôle de la conformité par le CDJM, dont ce n'est à l'évidence pas sa mission. Pour autant, nous souhaitons, selon une formule que j'ai entendue durant une audition, lui confier le rôle un peu de charte au texte, c'est-à-dire de servir de base finalement de référence à la profession. Enfin, la commission a considérablement renforcé l'article 7 sur les droits voisins. Nous avons en commission précisé le contenu du décret qui doit fixer les éléments à transmettre et confier à l'autorité de la concurrence le soin d'assurer le respect de ces dispositions avec une procédure qu'elle maîtrise. Alors, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'ambition ne manque pas à ce texte. J'insiste sur la nécessité dans laquelle nous sommes d'agir, et d'agir vite, car le temps médiatique est infiniment bref et chaque jour, les médias ploient un peu plus avec eux le débat démocratique. Il en va, je crois, de notre responsabilité à tous ici dans cet hémicycle. Alors, Madame la Ministre, vous aurez l'occasion durant notre discussion peut-être de prendre des positions, peut-être, je le souhaite, des engagements devant notre Assemblée. Soyez certaines que je les entendrai, que nous les attendons et que ici, je crois, avec grande exigence sur tous les bancs, nous serons au rendez-vous. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, une nouvelle fois, après l'examen de la proposition de loi sur la mixité sociale et scolaire, avant l'examen de celle sur les EHPAD privés à but lucratif, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose dans son ordre du jour réservé un texte dont l'objet, le renforcement de l'indépendance des médias et de la protection des journalistes, résonne fortement dans la société. Et notre groupe s'inscrit ici dans la poursuite des travaux menés par David Assouline, que je salue. À l'heure où de grands groupes, avec des moyens économiques et financiers importants, vampirisent le paysage médiatique, irriguent les écrans et les ondes, faisant infuser leurs idées, ici par une présentation biaisée d'un sondage durant les récentes campagnes électorales, là par une séquence remettant en cause le droit fondamental que représente l'IVG, les législateurs que nous sommes avons la responsabilité d'agir pour réguler ce qui n'est autre qu'un espace démocratique à préserver et à renforcer. La loi de 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, celle qu'on appelle loi Bloch, a permis de nombreuses avancées pour mieux protéger les journalistes et garantir davantage de pluralisme et de transparence dans les médias. Il reste le dernier texte faisant écho à ces préoccupations. Mais si les sujets soulevés par la présente proposition de loi résonnent aussi fort dans la société, c'est parce que la société elle-même a changé. Des médias sont apparus, d'autres n'existent plus, et surtout la place des réseaux sociaux et des plateformes prennent une place toujours plus importante dans l'espace médiatique et dans la fabrique de l'information. Un important travail à l'initiative de la rapporteure, que je salue et remercie, notre collègue Sylvie Robert, a permis d'enrichir le texte initial. Et ce texte aujourd'hui est un texte utile, car il permet au Parlement de prendre la place qui doit être la sienne au centre de ces enjeux, en tant que garant de la liberté, du pluralisme et de l'indépendance des médias, conformément à l'article 34 de notre Constitution. Permettez-moi de revenir rapidement sur les enjeux. Le renforcement de notre démocratie, d'abord, ce n'est pas rien. Dans un contexte de défiance toujours plus grande des citoyens envers les médias, alors que l'actualité foisonne, il est évident que la confiance ne peut reposer que sur une information de qualité et diversifiée. C'est pourquoi l'article 1er sanctuarise la jurisprudence du Conseil d'État de février 2024 relative au pluralisme. La réécriture de l'article proposée par la rapporteure va dans le bon sens. Et le groupe socialiste estime tout à fait cohérent d'inscrire cette jurisprudence dans la loi. C'est pour cette raison que nous nous opposerons à l'amendement de suppression présenté sur l'article 1er. Les assauts d'actionnaires avides d'exercer un pouvoir toujours plus étroit interrogent par ailleurs le cadre d'exercice des journalistes. Au-delà des garanties professionnelles déjà existantes, la volonté d'un actionnaire pèse très lourd. Ainsi, la ligne éditoriale d'un média peut changer du tout au tout d'un jour à l'autre. C'est la raison d'être de l'article 6, qui prévoit l'instauration d'un droit de validation du directeur de la rédaction par les rédactions.
bien que plusieurs points de vue existent sur ce sujet, notamment pour tenir compte de la taille des rédactions, pour fixer le taux de validation requis. Nous y sommes attachés. Ce droit d'agrément par le partage de décisions qu'il sous-tend est un contrepoids nécessaire à la toute-puissance des actionnaires. On nous oppose que c'est un risque économique pour le secteur. Nous répondons que ce droit de validation existe déjà dans certains grands médias et fonctionne bien, et qu'il témoigne surtout de la confiance entre journalistes, rédactions et actionnaires. On nous oppose l'existence de droits individuels, de cession de conscience. Nous répondons droit collectif, régulation et bon fonctionnement d'une rédaction. La réponse à une réalité économique ensuite pour le secteur de la presse. Je fais bien sûr référence à la problématique des droits voisins, et quoi de plus logique que de nous inscrire dans la tradition sénatoriale qui fut en effet à l'avant-garde sur le sujet. Oui, il faut aller plus loin en matière de transparence des négociations, et il faut permettre aux agences de presse, spécificité française au sein de l'Union européenne, de pouvoir percevoir les droits qui leur reviennent et que les GAFAM leur refusent au nom d'une définition de la publication de presse issue de la directive, faisant planer un doute sur leur qualité de bénéficiaire. C'est peu de dire que l'attente est forte au sein de l'écosystème, nous l'avons constaté au cours des auditions, afin de rééquilibrer les rapports et sortir des combats entre le pot de fer et le pot de terre. Enfin, l'enjeu est juridique en matière de protection des journalistes. L'article 5 renforce la protection du secret des sources des journalistes en modifiant la loi de 1881, en étendant la protection aux directeurs de publication et à tous les journalistes. La contribution de la rapporteure pour avis de la commission des lois prouve que des chemins sont possibles pour nous permettre d'avancer dans la même direction. Alors en effet, il y a quelques semaines étaient présentées les conclusions des États généraux de l'information en présence de l'ensemble des acteurs, professionnels des médias et de l'information, ainsi que des citoyens engagés dans la démarche. Ce texte déposé dès juillet anticipe de nombreuses propositions issues de ces États généraux de l'information, ce qui en confirme la pertinence. Fake news, défiance populaire vis-à-vis de la presse et des médias audiovisuels, concentration économique, fragilisation du modèle économique, évolution des usages, développement des plateformes numériques, rôle et régulation de l'intelligence artificielle. Tels sont les défis auxquels nous sommes confrontés comme citoyens et comme législateurs. Tels sont les défis auxquels se propose de commencer à répondre cette proposition de loi que je vous invite, mes chers collègues, à voter avec enthousiasme et gravité. Je m'interroge aussi parce que j'ai entendu en début de discussion générale, de mon point de vue, il n'est jamais trop tôt, et de notre point de vue, il n'est jamais trop tôt pour défendre la liberté d'expression, le pluralisme des courants de pensée et le cadre républicain et démocratique des débats et de la diversité des opinions. Nous avons pu l'évoquer hier lorsque nous avons vu le président de l'Arcom. L'Arcom a débuté via le CSA dans les années 80. Il n'y avait que 6 chaînes de télévision à cette époque. On ne comptait quelques journaux qui étaient diffusés à horaires réguliers. Aujourd'hui, ce sont 27 chaînes, plus toutes les chaînes qui sont diffusées sur la TNT. Et il faut saluer et aider et renforcer et soutenir la décision du Conseil d'État du 13 février dernier, qui, suite à différentes discussions, a fait évoluer l'interprétation de la loi de 1986, dite loi Léotard, instaurée pour garantir la liberté de la communication. C'est une décision qui met en lumière la nécessité de faire évoluer la régulation des médias audiovisuels, assurer une véritable pluralité et diversité des courants de pensée, d'opinion, y compris ceux représentés par les chroniqueurs, animateurs et invités. Et aujourd'hui, l'Arcom donne les fréquences et il y a des règles dans l'attribution de ces fréquences. Et moi, j'ai entendu beaucoup parler de C8 qui aurait été la cible d'une vindicte. Mes chers collègues, C8 n'a pas été retoquée ou sa fréquence n'a pas été retirée pour une vue de l'esprit. Elle a été retirée pour de la publicité clandestine, des propos, cher Max Brisson, stigmatisants, discriminatoires, des propos complotistes, des insultes, de la désinformation sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news. Je pense qu'il était important aussi dans ce contexte, pour avoir des débats apaisés, de rappeler que cette sanction, elle a été exprimée à la suite de manquements à un règlement, celui qui est porté aujourd'hui par l'Arcom. L'article que vous apprêtez à supprimer à travers cet amendement confère aux journalistes un droit d'agrément sur la nomination de leur directeur de rédaction par un vote d'au moins la moitié des membres de la rédaction. Et cela parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs affaires récentes qui ont mis en lumière la faculté qu'un actionnaire peut avoir à faire évoluer de manière significative la ligne éditoriale d'un titre suite à son rachat. Ça fait partie effectivement des préconisations issues des États généraux de l'information sur ce droit d'amendement. Et surtout, c'est une écrasante majorité des journalistes qui sont favorables à cet outil de démocratie interne.
Je pense que l'urgence démocratique impose de reconnaître que la presse n'est pas un bien comme les autres, et accorder ce droit d'agrément serait un marqueur fort envoyant en direction justement de la pluralité et renforcer l'indépendance des médias et de protéger les journalistes au sein de la rédaction. Je pensais que vous y étiez attachés. Et je vais reconnaître qu'au cours de ce débat, et votre volonté de supprimer cet article montre que vous n'avez pas été du côté de la défense de la pluralité des médias. Je suis désolé, j'ai eu l'impression d'assister plutôt au petit télégraphiste de Bolloré et de ses scripts ici même, de porter sa parole ici au sein même de cet hémicycle, et je trouve ça très désolant, parce que cette loi concerne tous les médias, quels qu'ils soient, même ceux que vous montrez du doigt, ça concerne tous les médias. Donc si vous êtes pour la diversité, vous devez plutôt voter contre cet amendement, voter cet article et montrer que vous êtes du côté justement de la pluralité dans les médias, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à travers vos positions. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc la droite sénato-gouvernementale a donc décidé d'amoindrir pour le moins ce texte dans sa diversité. Nous le regrettons, nous allons bien sûr voter ce travail tout à fait remarquable porté par l'auteur, rapporteur, Madame Sylvie Robert. On a apprécié, je le dis à notre collègue Brisson, que moyennement certaines formes d'attaque ad hominem à l'égard de notre rapporteur. C'est comme si je vous avais dit, Monsieur Brisson, que vous étiez le porte-parole de Monsieur Bolloré, ce que vous n'êtes sûrement pas en la matière. À partir de là, nous pensons que ce texte est un texte de responsabilité. Je rappelle son titre, « Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes ». Peut-être n'était-il pas parfait, mais au moins, Madame la Ministre, et vous auriez pu vous en saisir un peu plus que vous ne l'avez fait, dans vos différentes interventions, vous avez soutenu la droite sénatoriale, ce qui n'est pas une surprise pour nous, vous l'imaginez bien. Mais nous espérons que les réflexions que nous avons portées, les propositions que nous avons faites seront reprises effectivement à votre niveau, parce qu'il y a un malaise dans la presse nationale. Personne ne peut le nier. Et le débat que nous avons eu hier en commission le démontre encore plus avec le président de l'Arcom. Donc, vous avez amoindri ce texte, dont acte. Nous allons le voter même amoindri. Vous pensiez peut-être, selon cet adage du Sud-américain, vous pensiez peut-être nous avoir enterrés, mais vous avez oublié que nous étions une graine. Tout d'abord, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais vous remercier d'avoir contribué à ce débat sur un enjeu que moi je qualifie d'absolument essentiel pour notre démocratie aujourd'hui. Et je crois dans mon texte liminaire vous avoir convaincu par des arguments qui nous dépassent d'ailleurs sur le plan hexagonal, mais qui concernent aussi notre situation géopolitique actuelle. Je suis bien sûr assez peinée de voir que mon texte ait été aussi amoindri, et singulièrement parce que je ne me faisais pas d'illusions sur l'article 2 et l'article 6, mais j'espérais que l'article 1, qui certes peut-être a une dimension symbolique, mais vous savez que le symbolique est souvent politique, et qui ne reprenait que finalement la jurisprudence du Conseil d'État et la recommandation de l'Arcom, réécrit d'ailleurs avec le président à l'issue de la commission, que cette question du pluralisme allait être en tout cas votée sur tous les bancs. Et non. Donc je trouve que ce n'est pas à la hauteur du Sénat d'avoir refusé aujourd'hui, dans le débat actuel et dans ce que nous vivons, cette question du pluralisme, et c'est très grave. Arrêtons de faire des fixations, parce que l'obsession, je ne sais pas sur quel banc elle est, si c'est ici ou ici. Arrêtons. Je crois que nous, aujourd'hui, l'enjeu démocratique est tel que nous devons dépasser cela, parce qu'il y a des arguments qui, de toute façon, concernent beaucoup des problématiques qui, en tout cas, régissent notre espace public démocratique aujourd'hui. Alors, Madame la Ministre, vous avez dit « votre PPL est trop réductrice ». Ce n'est qu'une PPL. Je ne pouvais pas aller plus loin. Déjà, cet article, en 2h30, on aurait pu beaucoup plus débattre, mais le temps est compté. Et donc, ce n'était qu'une PPL. Mais elle avait un mérite, cette PPL. C'était de mettre à l'ordre du jour de cette session ce débat absolument indispensable. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que nous avons des documents, commission d'enquête, travaux législatifs, mission d'évaluation à l'Assemblée nationale, et que rien n'avance. Alors on m'a dit, votre PPL, elle est trop tôt, elle arrive trop tard. Bah écoutez, je vais vous demander
très officiellement, Madame la Ministre, quand avez-vous l'intention, et j'en serais ravie, de déposer enfin un projet de loi qui ira bien au-delà, et bien évidemment, je le conçois, puisque ce sera un projet de loi, des problématiques que j'ai pu, à mon niveau, dans cette proposition de loi, évoquer, mais vraiment, agissons, l'Europe agit, la France, aujourd'hui, attend encore et encore. Il y a des initiatives parlementaires à l'Assemblée nationale. J'espère très sincèrement et très rapidement qu'il y aura une initiative gouvernementale.